Avec aux commandes Mickaël Dorian jusqu'à 14h sur Europe 1. On continue à décrypter l'actualité avec nos invités Nathan Dever et Olivier d'Artigol. C'est peut-être bien les négociations de la dernière chance en vue d'un cessez-le-feu et de la libération d'otages à Gaza, des pourparlers qui, en fonction de ces avancées, pourraient conditionner une attaque de l'Iran sur Israël. Joe Biden, lui, espère plus que jamais un accord qui marquerait la fin de son mandat et tomberait à pic sur le plan politique. Alors d'abord, cet accord, tant espéré, a-t-il réellement une chance d'aboutir compte tenu de la situation aujourd'hui avec cette guerre qui pour Israël n'est clairement pas terminée? Israël veut, on l'a compris, la tête de Sinoir. Il y a aussi la question des otages, bien sûr, et puis de l'autre côté, la situation humanitaire à Gaza avec le nombre de morts palestiniens qui continue d'augmenter. On en parle avec vous pour commencer, Nathan Dever. Alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a un premier aspect qui est le dilemme terrible, moral, dans lequel Israël a été plongé dès le 8 octobre au matin, qui a été la question des otages. Évidemment, deux injonctions qui sont contradictoires ou qui rentrent en tension. D'une part, faire une guerre contre le Hamas pour pouvoir détruire ses infrastructures militaires et empêcher un nouveau 7 octobre. De l'autre, essayer de libérer les otages. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que par les opérations militaires, à part quelques exceptions, globalement, ça n'a pas marché. Donc on devra en passer, je pense, par des négociations pour faire cela. Et il me semble qu'en Israël, une partie extrêmement importante, non seulement de la société civile, pas seulement les proches et les familles des otages, mais même maintenant de militaires, etc., estiment que les otages doivent être une priorité. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas que cet accord conduise à une situation où le 7 octobre peut recommencer, où il y a de nouveau les conditions de possibilité d'un 7 octobre. Donc évidemment que la question de la place qu'aura le Hamas à Gaza dans les prochaines années, c'est une question qui est centrale. Oui, parce qu'il faut rappeler que lors des libérations d'otages, souvent, ce qui est négocié, c'est une libération également de prisonniers palestiniens. Ce qui s'était passé notamment lors de la libération de Gilad Shalit, avec la libération de Yahya Sinwar, qui est aujourd'hui nommé comme le cerveau des attaques du 7 octobre. Exactement, vous avez tout à fait raison. Et il y a une dernière dimension, je pense, qui est évidemment centrale, c'est la situation des civils à Gaza. Les civils à Gaza sont dans une souffrance qui est terrible. Ils sont, je pense, pris entre le marteau et l'enclume, à la fois du pouvoir totalitaire du Hamas et en même temps de cette guerre du côté israélien, dont on a vu qu'elle ne faisait pas toujours la différence entre les victimes collatérales, qui est appelée comme ça, et les gens qui sont ciblés. Cette question, elle est centrale. Parce que qui demain, quand on va reconstruire Gaza, qui va faire en sorte que les civils puissent avoir une perspective de vie, d'abord, pas seulement politique, une perspective de vie, et puis évidemment une perspective politique qui soit radicalement purifiée de ce fascisme dans lequel il baigne malheureusement depuis 20 ans. Et à tout ça, Olivier d'Artigol, se rajoute aussi la menace iranienne. Oui, et voilà pourquoi le plan Biden est réactivé à l'aune de l'actualité iranienne, dans le sens où des réseaux diplomatiques ou alors visibles ou plus souterrains parient sur l'idée que s'il y avait enfin un début de processus de discussion et de pourparlers, cela pourrait peut-être amener le régime des mollahs à reconsidérer la manière dont il souhaite se venger de ce qu'il présente comme une humiliation, à savoir le fait que le leader du Hamas ait été tué dans le cadre des cérémonies d'investiture du nouveau président iranien. Donc il y a là, on le sent bien, un moment diplomatique qui se joue, avec l'idée que au final, et c'est là qu'il y a contradiction et hiatus, aucun des grands acteurs régionaux n'a intérêt à un embrasement général, pour différentes raisons que je ne développe pas ici, mais qu'on a pu aborder sur vos ondes. Y compris l'Iran. Oui, y compris l'Iran, parce que l'Iran a toujours poussé ce qu'on appelle ses proxys, c'est-à-dire ses alliés, que ce soit le Hamas en Palestine, ou alors du côté du Hezbollah, des groupes irakiens, aussi au Yémen. C'était pour lui une guerre larvée.
Or là, le conflit pourrait être direct et l'Iran n'y a pas véritablement intérêt pour différentes raisons. Ce qu'il est intéressant à suivre, Nathan vient de l'évoquer, c'est l'évolution de la situation interne à Israël. Dans un moment très très dur, on a vu au sein du gouvernement israélien comment la partie la plus radicalisée d'extrême droite, pour moi, a multiplié les provocations, ou alors sur l'esplanade des mosquées il y a quelques jours, ou alors en annonçant de nouveaux programmes de colonisation en Cisjordanie, pour véritablement essayer de pousser Netanyahou dans une situation où il faut absolument pas engager des pourparlers. Sauf qu'il faut maintenant se dire les choses. Combien de vies humaines, civiles, palestiniennes? Quel coût pour un objectif de guerre qui paraît au final inatteignable, la destruction complète du Hamas. Comment on s'attaque à une idéologie, si ce n'est en essayant de la vaincre par les idées, par une construction politique, par la relance d'un projet de solution à deux États, permettant bien évidemment la paix et la sécurité pour le peuple israélien. Alors on va poser la question à David Rigolet-Rose, qui est avec nous, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégie. Bonjour. Bonjour. Alors, la désescalade dans la région est-elle encore envisageable selon vous? Et puis, on va essayer de répondre aussi à la question d'Olivier d'Artigol, justement, sur les résultats militaires de l'opération menée par Tsahal. Alors, pour ce qui est de la désescalade, c'est le but avéré de l'administration Biden et du président Joe Biden en personne, puisque c'est lui qui considère que on est à un moment, on a une séquence d'urgence avec ces négociations. Il considère qu'il y a une articulation entre la possibilité d'un succès pour les négociations et la suspension d'une réplique en provenance de Téhéran. Ce qui n'est pas du tout assuré. Hein. Le président américain lui-même n'est pas forcément totalement convaincu, mais en tout cas, il considère que c'est absolument ce qu'il faut faire pour éviter une logique escalatoire. Avec toutes les incertitudes qui prévalent, compte tenu on le voit, de la difficulté d'ailleurs qu'il a évoquée en disant que le processus devient très très difficile, avec le refus officiel du Hamas de participer, avec l'ajout de conditions par Benjamin Netanyahou, et donc une incertitude qui s'ajoute à l'incertitude générale sur la réplique attendue de la part de Téhéran et de ses mandataires. Pourquoi est-ce qu'on parle de négociation de la dernière chance depuis quelques jours? La dernière chance, parce que d'abord ça fait des mois, ce processus de négociation apparaît un peu comme un serpent de mer. Il y a eu à plusieurs reprises le sentiment que on touchait le but. D'ailleurs, c'était la formulation d'Anthony Blinken en disant que on approchait de la ligne d'arrivée. Et puis à chaque fois, en fait, il y avait une hypothèque qui empêchait la finalisation de l'accord en question, pour diverses raisons des deux parties d'ailleurs, émanant des deux parties. Le fait est qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte, avec effectivement ce risque escalatoire lié à l'élimination à la fois d'Ismaël Haniyeh à Téhéran et de Fouad Chouker à Beyrouth, fait que c'est d'ailleurs les trois médiateurs, États-Unis, Égypte et Qatar, disent qu'il n'y a plus de temps à perdre, ni d'excuses, tout simplement parce que tout retard supplémentaire, en fait, risque d'être une catalyse pour cette logique escalatoire. Et qu'en est-il, c'est la question qu'on se posait aussi avec Olivier d'Artigol, qu'en est-il de l'objectif militaire aujourd'hui israélien dans la bande de Gaza, en ce qui concerne notamment la libération des otages, où l'objectif n'a clairement pas été atteint aujourd'hui par Tsahal? Non, c'est le gros problème, et c'est d'ailleurs un des griefs qui est formulé, pas le seul, mais un des griefs principaux formulés à l'endroit de Benjamin Netanyahou, en laissant entendre que finalement, pour lui et ses ministres d'extrême droite, que vous évoquiez l'influence, à savoir Smotrich et Ben Gvir, qui sont pas une provocation près, cette question des otages finalement ne serait pas prioritaire par rapport au but déclaré de l'élimination de la structure politico-militaire du Hamas. Même si au début ça a été présenté dans une logique synergie,
c'est-à-dire que seule la pression militaire, du point de vue effectivement du gouvernement, était susceptible de favoriser un débouché sur la libération des otages. Mais David Rigolet-Rose, cette question des otages, elle ne semble plus prioritaire non plus, y compris pour les États-Unis et la communauté internationale, lorsqu'il est question de négociation, puisque aujourd'hui on met d'abord en priorité le cessez-le-feu. Oui, mais le cessez-le-feu, il est censé initier un processus avec en toile de fond la libération des otages. Ça a été rappelé même par le président Joe Biden comme un élément central. Il se trouve que le gouvernement israélien a demandé une chose particulière pour aujourd'hui justement, c'est que dans la première phase qui a été dans l'accord cadre justement présenté par Joe Biden, désormais le Premier ministre demande 33 otages vivants. Et c'est important parce que ça laisse supposer qu'en réalité, sur les 111 encore détenus, en réalité, potentiellement, une bonne partie, hélas, serait décédée. Et c'est une manière de mettre la pression sur le Hamas, qui n'est pas forcément en situation de pouvoir libérer justement les 33 otages demandés. 111 otages, dont 2 Français. Merci David Rigolet-Rose d'avoir été avec nous, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratège. Merci à vous. Merci également à Nathan Dever, Olivier d'Artigol d'avoir été avec nous dans Europe 1 13h cet après-midi.